Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Magharibiya pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité encore une fois. Ramadan Moubarak, Sahar Ramadan, bon Ramadan à toutes et à tous. Comme chaque soir, on pense bien évidemment aux personnes qui sont seules, aux personnes qui sont malades, et puis à tous les détenus. Voilà, ils sont nombreux à être derrière les barreaux dans des conditions très difficiles. Bien évidemment, les détenus d'opinion, ceux qui tentent et qui ont tenté de s'exprimer pour un changement de système, pour leur opinion et pour vivre dignement dans cette belle Algérie que nous aimons tant. Donc nous avons bien évidemment une pensée pour l'actualité avec nos invités ce soir. Nous allons revenir sur l'installation par le président algérien de cette haute commission nationale de recours relatif à l'investissement. Donc Abdelmajid Tebboune a confié à Boualem, donc qui est son directeur de cabinet, un premier homme derrière le président, un organe suprême des recours déposés par les investisseurs, une commission donc qui est en lien direct entre les investisseurs économiques et la présidence de la République. Vous l'avez compris, les investisseurs qui se plaignent souvent, notamment de lenteur, de dysfonctionnement, de blocage administratif, un État très bureaucrate, une bureaucratie donc qui s'impose de plus en plus et qui parfois met des freins, des obstacles et surtout des craintes aux investisseurs. On va évoquer et revenir la possibilité d'investir en Algérie lorsqu'on est entrepreneur algérien en Algérie, mais aussi à l'étranger. Quand on se souvient donc lors de sa visite en Russie, Abdelmajid Tebboune donc avait appelé les investisseurs nationaux, mais surtout étrangers, à investir en Algérie. On se rend compte maintenant que depuis plus de 4 ans, depuis son investiture, on a très peu, voire pas du tout d'entreprises étrangères qui ont réellement mis de l'argent, des milliards sur la table pour investir en Algérie. On se pose cette question aujourd'hui. Alors dans le même temps, rapidement, donc le président algérien qui a salué le Conseil du renouveau économique algérien, le CREA, dont le président est Kamel Moula, très proche de Haddad. On connaît l'entrepreneur et l'homme d'affaires Haddad et dans quelles conditions il est aujourd'hui. Donc sous la justice algérienne. Donc il a salué, qui a répondu, dit-il, le président algérien qui dit donc un CREA qui a répondu à l'initiative visant à réduire, on en a parlé la semaine dernière, de larges produits de consommation pendant le mois de Ramadan. On s'est posé notamment la question, est-ce que réellement il fallait attendre le Ramadan, et puis est-ce que c'est à la présidence de la République de demander donc à la baisse des prix? Vaut mieux peut-être proposer un projet économique, des orientations précises pour que le pouvoir d'achat soit le même tout au long de l'année, que les Algériens puissent vivre dignement tout au long de l'année. Voilà, on reviendra aussi sur cette haute commission qui revient aussi sur l'investissement, je vous le disais, en Algérie et l'investissement à l'étranger, la modernisation du dispositif de l'investissement par la création de cette commission, dit le chef d'État, constitue une avancée certaine dans l'amélioration du climat des affaires et de la promotion de l'investissement national à l'étranger. Et dernière information avant de donner la parole à nos invités, l'Union nationale des entrepreneurs publics, l'UNEP, donc s'est exprimée. La commission qui constitue, de par ses prérogatives, un acquis très précieux pour les investisseurs et un outil complémentaire indéniable pour garantir leurs droits. Voilà. Question qui se pose. On va revenir donc sur cette commission. Et surtout, c'est le titre de l'émission, le plein pouvoir. Tout passe par Abdelmajid Tebboune et ses conseillers, Boualem, conseiller de la présidence, qu'on entend beaucoup plus parler que d'autres ministres, comme le ministre du Commerce. Allez, sans plus tarder, avec nous pour en parler, Azoua Ouachem Rouk, bonsoir, militant politique. Bonsoir Chaban, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à vos invités. Et merci pour l'invitation. Toutes mes pensées vont aux détenus d'opinion qui croupissent dans les geôles du pouvoir algérien. Merci infiniment, merci d'être là. On va saluer Rachid Hassani, donc au RCD, secrétaire national en charge de la communication. Rachid Hassani, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs d'El Magharibiya, et mes pensées aussi vont
aux familles des détenus, aux détenus eux-mêmes qui passent des moments extrêmement difficiles pendant ce mois sacré. Et mes pensées vont aussi aux Algériens qui n'arrivent pas aujourd'hui donc à boucler le fin de mois et avoir une assiette quand même décente pendant ce mois aussi. On va saluer peut-être Lies Djebali qui nous rejoindra juste après vous, Rachid Hassani. Est-ce que Lies Djebali est avec nous? Je suis avec vous. Bonsoir, Lies Djebali. Oui, bonsoir. Bonsoir, Chaben. Merci pour votre invitation. Je salue vos invités, Azouaou et Rachid. Je me joins vers eux aussi pour une pensée surtout aux 228 détenus d'opinion qui croupissent dans les geôles algériennes, sachant qu'il y a une campagne qui a été lancée, une campagne nationale qui a été lancée dans ce sens-là durant le mois sacré du Ramadan pour pour inciter tous nos compatriotes à publier les photos des différents détenus d'opinion du sud, ouest, nord, est, enfin tous les détenus d'opinion, 228 détenus avec leur profil, leur parcours militant, ainsi de suite. Voilà. Donc il faut pas hésiter à publier leurs photos et mettre en avant ce fameux slogan Atol Gourm, libérez-les. Voilà. Et aussi une pensée à tous nos compatriotes algériens qui souffrent de cette injustice aussi bien économique, politique, écologique et sociale. Merci encore pour l'invitation. Merci infiniment. Et n'oublions pas, bien évidemment, les militants aussi à l'étranger qui parfois subissent des interdictions de sortie de territoire national ou qui subissent aussi des intimidations. Rachid Hassani, je vais pas refaire l'introduction. D'abord sur le contenu de cette haute commission. On va essayer d'évoquer dans quelques instants un peu éventuellement point d'interrogation, les pleins pouvoirs de la présidence. Voilà, une commission qui contribuera à la facilitation de l'acte d'investir et concourra à lutter contre la bureaucratie. Un mot sur cette haute commission, vous y croyez, notamment pour les investisseurs futurs en Algérie et étrangers? Je ne crois pas trop parce que d'abord, nous ne dépendons pas que pour noyer un problème, il faut lui créer une commission. C'est ce qu'on vient de faire, comme toutes les commissions, des dizaines de milliers, des dizaines de commissions plutôt, qui ont été créées pour noyer les différents problèmes, soulever ça de un. De deux, je pense que l'installation de cette commission, la création de cette commission elle-même est en soi un aveu d'échec de toutes les politiques qui ont été menées jusqu'à présent pour faciliter l'acte d'investir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui a été dit que l'Algérie était, notamment par ce chef de l'État et son gouvernement depuis 2019, que l'Algérie est devenue une destination pour les investissements, que le climat des investissements et des affaires s'est amélioré. L'installation de cette commission vient démonter toutes ces allégations, toute cette ambition de foi et toutes ces informations données jusqu'à présent. Cette commission aussi vient nous rappeler que l'administration continue à faire justement dans le blocage de l'acte d'investir, des investissements. S'il y a commission de recours, ça veut dire que l'administration, tous les canaux officiels, tous les canaux qui sont donc universels, contraintes un investisseur sont obstrués et que l'administration continue donc à se mettre au travers de l'investisseur et de l'acte d'investir. Aussi, la dernière remarque, c'est que chaque chef de l'État qui vient essaye de reprendre à son compte donc le contrôle de l'investissement, le contrôle de la richesse et le contrôle de l'économie. Le fait que cette commission est instituée est une velléité donc d'avoir le contrôle sur les affaires, sur tout ce qui se fait, sur l'investisseur, sur l'investissement lui-même et sur l'économie. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui augure des jours meilleurs pour l'investissement, pour l'économie.
Mhm. C'est intéressant ce que vous dites, hein, contrôler l'investissement, contrôler les affaires pour vous citer. On est toujours quelque part dans la même dynamique. D'abord, les 4 ans bientôt et demi d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, le constat est clair. On n'a pas vu de grandes entreprises, de grands chefs d'État investir, mettre de l'argent à hauteur de quelques millions de dollars ou milliards de dollars, par exemple. Et puis, on se rend compte tout de même que, encore une fois, voilà, c'est Monsieur Boualem qui est derrière cette commission et qui est le numéro un, qui est le directeur de cabinet, le premier conseiller du président algérien. Quelle transparence, quelle neutralité. Est-ce que, voilà, moi, demain, entrepreneur, à un moment donné, je vais voir le premier conseiller du président derrière, comment aller me plaindre, comment aller savoir si tout ça, ça a été fait de la meilleure transparence possible. Si ça reste au sein du pouvoir, on peut encore malheureusement peut-être se poser cette question sur dans des affaires, de la corruption aussi. Est-ce que les choses seront faites normalement? Oui, mais les choses elles sont très claires. Sauf chez nous, qu'on essaye à chaque fois de réinventer à couper le beurre. Dans toutes les économies du monde, il faut de la liberté d'initiative, liberté d'investir, une administration qui accompagne l'investisseur au lieu de le bloquer, au lieu de lui mettre les bâtons dans les roues. Il faut des assiettes, il faut du foncier pour construire et pour investir. Il faut une transparence avec les financements bancaires. Il faut une transparence dans le transfert des dividendes, le rapatriement de l'argent. Il faut essayer d'impulser une dynamique qui puisse donner à l'économie cette capacité de résorber le chômage, de créer de la richesse et donc d'inverser la tendance du chômage. Les choses ils sont claires. Il faut que l'administration soit accompagnatrice et non celle qui régente l'acte d'investir. Donc c'est ça l'économie. Donc il faut créer de la richesse, il faut une offre qui puisse dépasser la demande pour éviter toutes ces crises que nous subissons sur le plan commercial et sur le plan économique. Il faut essayer de ramener ces interventions, ces intervenants dans la sphère hors la sphère officielle. Il faut essayer de les ramener vers la sphère officielle pour que l'économie puisse en bénéficier. C'est ça l'économie, c'est sur cela qu'il faut travailler. Il faut simplifier l'acte d'investir au lieu de demander des tonnes de papier pour un investisseur. Il faut lui simplifier au lieu qu'il emprunte ce parcours de combattant pour créer de la richesse et fonder son entreprise. C'est sur cela que le gouvernement doit agir, il doit intervenir pour simplifier justement l'acte d'investir, pour accompagner l'investisseur et pour les mettre dans les meilleures conditions de création et de richesse. En tout cas, les mots sont clairs. Ce que vous êtes en train de dire, en tout cas, c'est ce qui est proposé. La facilitation de l'acte d'investir et concourra à lutter contre la bureaucratie, offrir une garantie supplémentaire aux investisseurs et faciliter les recours. Mais quand on prend un peu, on dépasse un peu cette commission qui parle des finances, de l'économie, quand on voit le système algérien aujourd'hui qui pose question sur les affaires, il n'y a jamais d'enquête. D'abord, est-ce qu'un investisseur peut vraiment croire à ce que son recours, sa demande, sa requête d'investir ou s'il est confronté à des problèmes demain, est-ce qu'il peut réellement croire à ce que cela vraiment soit pris en charge? Et puis le fait que ça soit géré à l'intérieur du pouvoir, est-ce que réellement les choses vont changer?
C'est ça, je ne pense pas d'abord parce que cette commission est une commission de recours. Quand on dit recours, ça veut dire qu'il y a blocage quelque part et que donc il faut recourir à cette commission pour que tu sois débloqué, pour que le projet se débloque. Ça déjà en soi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est un aveu que les choses ne se font pas normalement, que le gouvernement aujourd'hui, malgré toutes les professions de foi, est incapable justement d'offrir ce climat favorable à l'acte d'investir et à impulser cette dynamique économique qu'on ne cesse à laquelle on cesse d'appeler. Et puis, comment voulez-vous croire à toutes ces professions de foi quand tu vas ce marché de la devise parallèle du Square Port Saïd à Alger, on ne peut pas croire à une économie, à une quelconque velléité d'aller de l'avant quand on voit toujours ce marché parallèle de la devise qui continue à être la place tournante de toutes les transactions de la devise et de toutes les transactions qui font de jour aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à créer ces bruits de change pour permettre aux investisseurs justement d'échanger, de faire leurs affaires le plus normalement du monde. Pourquoi aujourd'hui je vous interromps une seconde, Rachid Hassani. Selon vous, pourquoi il y a eu des mots MOTS, il y a eu des phrasés, il y a eu des sorties, des propositions. La PS ne fait que ça, LGIC ne fait que ça, la revue de l'armée, le président de la République ne fait que ça, mais pourquoi est-ce que réellement rien n'est fait? Ça navigue à vue, il n'y a pas d'orientation politique dans ce sens-là, notamment dans le sens des investisseurs, des entreprises. Ça navigue à vue, il n'y a pas de compétences, ou alors ça arrange aussi le pouvoir peut-être. C'est vraiment une point d'interrogation. Est-ce que le fait que rien n'est fait au sein du pouvoir, ça arrange un peu le pouvoir de rester un peu dans ce fonctionnement qui lui permet aussi peut-être d'avoir des biens mal acquis, peut-être aussi de garder une certaine somme d'argent. D'ailleurs, je rappelle que le président le patron du CREA n'est plus ni moins qu'un collaborateur de Monsieur Haddad, qui est un entrepreneur qui fait beaucoup de polémiques encore aujourd'hui dans le monde des affaires en Algérie. Oui, parce que la volonté, il n'y a pas une réelle volonté d'ouverture, une réelle volonté d'aller vers une création de richesse, vers une économie ouverte, parce que nous sommes toujours dans cette velléité de vouloir contrôler tous les circuits de production, tous les circuits économiques. C'est une question de pouvoir aussi. Quand on est tronqué de légitimité, quand le peuple est absent dans les choix, les choix politiques importants et les orientations stratégiques du pays, le peuple n'adhère pas, l'administration n'adhère pas, et il y a des tiraillements, il y a des clans, il y a des gens qui sont là pour saboter, y compris quand il y a une bonne volonté. Donc c'est ça, il n'y a pas d'autorité. Quand on n'arrive pas à asseoir son autorité parce que nous sommes tranquilles de légitimité, il y a beaucoup de problèmes. Donc on ne peut pas asseoir son autorité, on ne peut pas imprimer une orientation ni politique, ni sociale, ni économique. C'est ça. Et puis il y a toujours cette velléité de contrôle des richesses. Il y a cette velléité de contrôle des richesses et c'est ça le nœud gordion de la problématique économique algérienne. Donc si on n'arrive pas à résoudre notre problématique politique, si on n'arrive pas à résorber notre déficit de légitimité politique, tous les secteurs et tous les pans sont entraînés dans cette gabegie, dans cette incapacité donc à gouverner, à asseoir son autorité. Rachid Hassani, merci d'avoir été avec nous pour ces quelques minutes, cette dizaine de minutes donc sur El Magharibia. Vous êtes donc secrétaire national au RCD en charge de la communication. Merci pour votre présence. Lies Jebaili, cette haute commission, vous avez entendu un peu les différents éléments dont le contenu dont j'ai pu citer tout à l'heure. D'abord, cette haute commission nationale de recours. Qui dit recours, ça veut dire qu'il y a des problèmes de bureaucratie. Ça vous inspire quoi, notamment au sein du pouvoir algérien? On va essayer de comprendre un peu cette façon de faire, mais d'abord cette haute commission.
Au fait, moi, j'y crois pas à ça parce que, au fait, cette commission, il l'appelle le mot le plus approprié, le plus adéquat, c'est une instance qui est destinée pour les opérateurs économiques, surtout pour les investisseurs qui se sentent lésés par rapport à l'application de certaines lois qui les pénalisent. Voilà, c'est-à-dire, je pense, certains investisseurs, surtout locaux, et aussi étrangers. Sachant que cette commission ou cette instance, elle devait être mise en place depuis fort longtemps. Pourquoi? Parce que l'Algérie et les investissements n'ont jamais fait bon ménage. Moi, je m'explique pour une raison très simple. On ne va pas remonter en 62, 65, ainsi de suite. Il faut savoir qu'en Algérie, le seul président qui a fait appel, qui a incité à faire un bilan, c'était Chadli Benjedid. Chadli Benjedid, quand il est arrivé, il voulait faire ce qu'on appelle un audit. Il faut auditer tout. Un audit, un scan shot, comme disent les Anglais. Tu audites tout ce qu'on a, l'inventaire en quelque sorte, toutes les entreprises, surtout publiques, et les fleurons des industries algériennes. Et depuis cela, n'a jamais été fait. Après, on est rentré dans les années 80, un petit peu, le pétrole a augmenté, un peu la libéralisation des marchés un peu économiques, enfin, du marché, du marché économique. On a commencé, l'Algérien, il a commencé à consommer, et les champs, ils ont commencé à s'ouvrir. Mais quand ils commençaient à s'ouvrir, on voulait investir, les investisseurs locaux, on n'a pas de compétences, parce que quand on dit investir, c'est pas acheter un lot de terrain, une parcelle, et je veux dire, et gagner un peu d'argent, ce qu'on appelle du profit. Non, les investissements, c'est faire appel aux étrangers, ce qu'on appelle les IDE, qui viennent chez vous en Algérie et investir massivement avec la création de richesses et relancer le marché du travail. C'est très important. Les investisseurs, quand ils viennent de l'étranger, quand ils viennent dans un pays, par exemple en Algérie, ils ramènent les capitaux, ce qu'on appelle les devises dont a besoin, cruellement besoin, l'Algérie en dehors des hydrocarbures. Nous, on n'a jamais su le faire. En fait, il y a deux investissements qui ont mal tourné. On ne va pas revenir. Heureusement, celui de Naguib Sawiris, l'Égyptien qui a investi dans Gézi, heureusement que l'arbitrage international était favorable pour l'Algérie, mais quand même, cette moment a tourné au vinaigre, qu'on le veuille ou pas. Et le deuxième investissement, peut-être nos compatriotes ne le savent pas, c'est un grand homme d'affaires indien, c'est pas Ambani, c'est pas Ambani l'Indien qui investit, qui fait des investissements très corrects et honnêtes, qui est venu en Algérie, il a acheté le four de Annaba, et non seulement on lui a dit achetez, on vous donne tout, les banques elles étaient derrière, et en plus on lui a effacé l'ardoise des dettes, c'est-à-dire j'investis à condition que toutes les dettes soient effacées, c'est ce qu'on appelle un assainissement fiscal et financier. Et malgré cela, il est parti après un certain nombre d'années, il a revendu l'affaire à $1 milliard. Il achète à $0, il fait une plus-value de $1 milliard. Ça pour vous dire à quel point les investissements étrangers, ce qu'on appelle les idiots qui n'ont jamais dépassé $1 milliard. Vous dites on n'a pas envie en Algérie. On sent tout de même. Bon, alors là, voilà, est-ce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui en 2024, après plus de 4 ans au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, de continuer? C'est la question que je posais parce que dans le fond, est-ce que réellement on n'a pas envie, le pouvoir n'a pas envie de voir son pays développé? C'est une question qui se pose puisque derrière ce système, est-ce que ça n'arrange pas un peu direct la question, mais est-ce que ça n'arrange pas le pouvoir de rester un peu dans ces problèmes de bureaucratie, de lenteur, d'obstacles pour contrôler les choses? Et qui dit contrôle, je le rappelle aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, celui donc qui prend cet organe en main, on le rappelle, donc c'est Monsieur Boualem qui est le bras droit, le premier conseiller du président, chef du cabinet. Donc voilà, ça reste au sein du pouvoir. Est-ce que ça manque pas de transparence? Voilà, est-ce que derrière ça n'arrange pas le pouvoir de rester un peu dans ce système et ne pas laisser l'investissement pour malheureusement connaître rappeler les problèmes que connaît l'Algérie en termes de corruption? Voilà, il y a ces affairistes aussi. Mais au fait, il faut savoir que le régime, ou le pouvoir, ou le gouvernement algérien, le pouvoir algérien, le régime algérien veut avoir un contrôle total sur tout ce qui se passe en Algérie.
aussi bien sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan économique. Tous les leviers économiques sont contrôlés par les arcanes du pouvoir, que ce soit contrôlé par un clan militaire ou bien contrôlé par une certaine oligarchie qui a une certaine complicité avec le pouvoir. C'est-à-dire que cette économie algérienne, c'est une économie, qu'elle soit rentière ou informelle, même l'informel, il est contrôlé par l'État. Même l'informel, il est contrôlé par le pouvoir. D'ailleurs, le Port Square, il est contrôlé par l'État, il est contrôlé par le pouvoir, il est contrôlé par les barons. Quand vous voyez une place qui produit de l'informel, qui produit de l'illégalité, qu'on le veuille ou pas, devant des institutions républicaines, on se pose la question, où est-on? Maintenant, comme le pouvoir ne veut rien lui échapper, c'est-à-dire les leviers économiques les plus importants, c'est quoi? En dehors des hydrocarbures, il contrôle les hydrocarbures. Mais il faut savoir aussi, il contrôle l'énergie, il contrôle les infrastructures, il contrôle, les industries, que ce soit agroalimentaires et même leur transformation, c'est-à-dire il contrôle tous les leviers économiques en dehors des hydrocarbures, c'est-à-dire il a un contrôle massif et total de cette économie. Il aurait dû, regarde, moi je me permets, c'est pas de le conseiller, mais de dire, vous contrôlez, vous voulez pas libérer non seulement le peuple parce qu'il y a une instabilité politique, l'instabilité économique, l'instabilité sociale, mais vous auriez dû quand même pousser les jeunes universitaires à créer des entreprises et relancer l'économie circulaire. Nous, on parle maintenant de l'économie rentière en 2024. On fait une thématique sur l'économie rentière, sur les hydrocarbures. Il aurait pu relancer l'économie circulaire, c'est-à-dire on pousse ces jeunes à créer des entreprises locaux, des jeunes, nous avons des universitaires. Quand ils ne trouvent pas du travail, il faut que les banques les accompagnent à la création de l'entreprise. Ce qu'on appelle une économie circulaire, c'est quoi? C'est créer des petites entreprises, style PME et PMI, qui respectent l'environnement, et c'est des entreprises responsables, avec l'accompagnement et le contrôle des banques. C'est très important. Pour cela, il faut réformer les banques, il faut réformer ce qu'a dit tout à l'heure Rachid. C'est très important, ce qu'on appelle le foncier industriel. Il n'est pas réformé, il est sous le contrôle de l'État. Vous vous rendez compte que le foncier industriel, il est sous le contrôle de certaines coopératives. Et qui dit coopérative, certains administrateurs qui peuvent être, sur un excès zèle, qui peuvent tout bloquer. Et vous voyez toute la chaîne d'approvisionnement de l'investissement, elle est bloquée. Comment voulez-vous relancer cette économie? Au fait, il faut dire les choses, Chaban, que le marché algérien, l'Algérie, est un marché déversoir. Même les entreprises, ils n'y croient pas trop. Tout à l'heure, j'ai écouté votre belle introduction. Tebboune, il est parti en Russie. En août, il est parti en Russie, disant que Poutine est l'ami de l'humanité, en dehors de ce slogan qui n'a ni tête ni queue. Populiste, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait appel aux opérateurs économiques russes. Je vous invite à venir investir en Algérie. Il a dit quoi? Que les champs sont ouverts, que nous sommes en train de réformer. Il y a des lois qui privilégient, c'est-à-dire les investisseurs, et qui les protègent. Les protéger, oui. Mais pourquoi privilégier? On ne privilège pas. C'est du business as casual. Business, vous ramenez votre argent, vous investissez dans un pays, vos richesses, les devises sont partagées, aussi bien pour le pays, pour les locaux, et le transfert de devises. Il ne faut pas que ce soit un critère bloquant. C'est-à-dire des entreprises, quand elles investissent en Algérie, il y a un problème, Chaban. Je pense que tout le monde le sait, c'est le transfert des devises. Vous avez une entreprise, vous venez, vous êtes lésé sur le plan administratif, sur le plan bureaucratique, vous êtes obligé de donner des pots de vin, il faut le dire les choses. Et après, une fois vous gagnez, vous avez travaillé, vous avez investi, vous avez produit votre argent, votre profit, votre gain, ce qu'on appelle la bonification de votre production, qui ramène des devises. Les devises, vous êtes étrangers, vous êtes obligés de ramener vos devises chez vous. Nous, non, on bloque.
en bloc, soi-disant, on va recontrôler les devises, on va voir qui était avec qui, tout ça pour appuyer la pression de la corruption. Donc, on ne peut pas investir dans un pays où la corruption est un critère de gouvernance. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est une chose. On ne peut pas investir dans un pays où il y a une stabilité politique. On ne peut pas investir dans un pays où tous les leviers économiques sont contrôlés par les barons. C'est pas possible. Vous savez, où Yahya, qu'on le veuille ou pas, il a créé ce qu'on appelle le CNR, le Conseil national d'investissement. C'est l'équivalent du CREA, hein, mais à petite échelle, c'est-à-dire pour trouver des grands investisseurs. Ils ont fait quoi, Chaban? Ils ont partagé le gâteau entre eux. Merci infiniment. Liaz Jebali, vous m'entendez? Oui. Oui, merci infiniment pour toutes ces précisions. On va rejoindre Azwa Chemrouk. Merci infiniment. On a eu quelques petits soucis techniques en coulisses pour rien vous cacher, mais en tout cas, Lies Jebaili, merci d'en avoir aussi profité pour prendre aussi un peu le temps. Azwa Chemrouk, merci d'avoir patienté, d'être avec nous ce soir. Azwa Chemrouk, vous avez un peu entendu les différentes interpellations, questions que j'ai posées d'abord à deux niveaux. Voilà, on nous parle encore de recours des décennies après, plus de 4 ans et demi après. Donc, Abdelmadjid Tebboune, sous une autre forme encore, affirme qu'il y a des gros problèmes de lenteur, de bureaucratie. Rien n'a été fait en Algérie maintenant depuis plus de 4 ans. D'abord, un mot sur cette haute commission. Et puis, dans un deuxième temps, on reviendra un peu sur ces pleins pouvoirs. Pourquoi ce contrôle? Pourquoi diriger, entre autres? Oui, permettez-moi d'abord de commencer par une réflexion que je pense qui est vérifiable sur le terrain, c'est-à-dire on parle souvent de le pouvoir essaie de nous vendre que l'Algérie est nouvelle. Je pense que l'Algérie nouvelle, ce n'est que des lieutenants de Bouteflika à l'ère de Bouteflika qui sont devenus capitaines aujourd'hui. Je m'explique, c'est-à-dire les pratiques n'ont pas changé. Et si vous voulez, les pratiques de corruption, les pratiques de vouloir tout contrôler, de voir la mainmise sur tous les secteurs en Algérie, et n'ont pas changé. La volonté n'a pas changé, sauf que c'est les personnes qui ont changé. Et les personnes, ils étaient toutes des lieutenants sous l'ère de Bouteflika. Donc, vous faisiez allusion tout à l'heure à M. Moula qui était un lieutenant de Haddad. Et vous faisiez allusion aussi à Tebboune. Tebboune était lieutenant de Bouteflika. Donc pour moi, l'Algérie nouvelle, ce sont que des lieutenants qui sont devenus capitaines aujourd'hui. Maintenant, vous parliez de cette commission, pourquoi il a été créé. Donc la commission, Lies l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une commission qui apparaissait dans un décret exécutif qui date, je crois, du mois de septembre ou du mois de l'année dernière, de 2022, pardon. Donc, il a pris autant de temps. Je pense qu'ils ne se sont pas entendus. Donc, les plus influents au pouvoir n'ont pas trouvé une juste équation, un juste équilibre pour pouvoir, c'est-à-dire installer cette commission, vu son importance. Son importance, ce n'est pas sur le plan économique, parce que sur le plan économique, si on était dans une économie saine et dans une économie où la transparence règne, je pense que cette commission aurait été sous la tutelle du Premier ministère. Pourquoi le Premier ministère? Parce que c'est un ministère qui regroupe tous les secteurs. Donc, il n'y aura pas de... Je pense que c'est-à-dire la tutelle la plus adéquate, ce serait le Premier ministère. Pourquoi on l'a mise sous tutelle de la présidence de la République? Parce qu'elle est importante sur le plan du pouvoir. Vous parliez tout à l'heure, vous parlez de débureaucratisation de l'économie et de facilitation c'est-à-dire de l'acte d'investir en Algérie. Je pense que ça va engendrer le contraire et le pouvoir est au courant de ça, je pense. Pourquoi? Parce que dans le fonctionnement de l'administration algérienne, comme il y a de l'ambiguïté, comme il y a c'est-à-dire de l'instabilité juridique, comme il y a de l'ambiguïté dont je parlais, les fonctionnaires ont tendance c'est-à-dire à rejeter tous les dossiers. Ça, c'est un comportement presque pavlovien de l'administration algérienne.
Et là, le pouvoir à sa tête de Tebboune, il vient que d'acter, c'est-à-dire ce fait d'encourager les fonctionnaires à remettre, c'est-à-dire à bloquer les dossiers et aller dans un degré plus haut, c'est-à-dire aller jusqu'à la présidence de la République. En réalité, il leur facilite la tâche de bloquer. Donc comme ça, pratiquement tous les dossiers qui sont un peu importants, parce que il ne faut pas se mentir, ce n'est pas les dossiers à 100 millions de centimes ou à 200 millions de centimes qui vont arriver à cette commission. Généralement, c'est des dossiers de plus de 3-4 milliards de dinars. Donc, pratiquement tous les dossiers ils vont arriver à cette commission. Et avec cette commission, Tebboune, il vient de créer ou bien de recréer un autre Saïd Bouteflika, qui est le chef du cabinet Boualem Boualem. Le chef du cabinet, il faut le rappeler, dans des systèmes présidentiels, le chef du cabinet d'un président, c'est la boîte noire d'un président. C'est l'homme, c'est-à-dire l'homme où le président a le plus confiance. C'est-à-dire les présidents des républiques ou les premiers ministres mettent toujours les gens de confiance dans c'est-à-dire ces postes-là qui sont très, très, très sensibles et qui ont un pouvoir incommensurable dans les institutions, c'est-à-dire les chefs de cabinet. Donc, je pense qu'avec cet acte-là, il vient d'entériner la sacralisation de Boualem Boualem sur beaucoup de secteurs, parce que il faut le rappeler, Boualem Boualem aussi, il y est sur d'autres commissions aussi de contrôle et il n'est pas que sur cette commission c'est-à-dire de l'investissement. Donc, je parlais de ce fait de vouloir contrôler, parce que le clan de Tebboune veut contrôler, c'est-à-dire la sphère économique, veut avoir sous sa botte les investisseurs et les hommes d'affaires algériens. J'aime pas utiliser le terme investisseur, parce que quand on parle d'investisseurs, c'est-à-dire qu'il y a un investissement, il y a un marché attractif, il y a de la création de richesses, il y a, c'est-à-dire la volonté Oui, rien n'a été fait jusqu'à présent. Là, on parle éventuellement, il y a des propositions de solutions pour donner, donner des solutions à ceux qui sont confrontés à des difficultés, mais on ne voit pas un pays aujourd'hui qui est attractif au sein du pouvoir algérien. Rien n'a été fait jusqu'à présent, selon un peu nos recherches et nos données. Rien n'a été fait pour rendre ce pays attractif et donner envie à ce qu'il y ait, parce que parfois on met 17 ans pour faire un métro, on voit comment la grande mosquée d'Alger a été faite aussi dans des conditions, chaque fois qu'il y a une infrastructure, un projet un peu d'une ampleur importante, il y a toujours malheureusement des sous-dossiers de corruption, des interrogations, donc c'est aussi un pouvoir qui n'a rien fait concrètement pour donner envie, alors même s'il y a eu des mots, les start-up, il y a eu pas mal d'annonces du président, mais c'est pas un pouvoir jusqu'à présent qui a démontré les choses. Non, pas du tout, Chaban, parce qu'en fait, le pouvoir n'a aucune volonté d'y aller dans le sens de libération de l'économie algérienne ou c'est-à-dire d'aller dans le sens du prospect de l'économie ou de favoriser la production et par-delà, c'est-à-dire la création de richesses et c'est-à-dire la création de l'emploi. Je disais parce qu'il y a cette volonté de tout contrôler. Ils l'ont évoqué tout à l'heure, vos invités, que je salue au passage, Elias et Rachid. Ils l'ont évoqué tout à l'heure parce que l'État ou le pouvoir algérien, il veut tout contrôler. Pourquoi il veut tout contrôler? D'abord, cette commission-là, ça va favoriser la corruption et les commissions. Commission dans le sens, pas commission organisation, mais commission, c'est-à-dire dans le sens bakchiche, dans le sens corruption. Dessous de table. Les dessous de table. Pourquoi? Parce que, comme je disais, cette commission elle a été créée pour favoriser les fonctionnaires à remettre les dossiers, à bloquer les dossiers pour que ça arrive au niveau de cette commission. Et cette commission, il aura tout à fait le contrôle et tout à fait le pouvoir de décider, c'est-à-dire selon les humeurs c'est-à-dire du président de la République ou le président de cette commission, et selon aussi les commissions qui auraient été versées par les investisseurs. Et je pense qu'il y aura même des blocages qui se feront exprès pour. Oui, il y a ces blocages, mais il y a aussi
cette crainte. Je le disais tout à l'heure, demain je dépose un recours auprès du président de la République, d'où son bras droit, vous l'avez bien qualifié, bien défini, Boualem. Mais du coup, est-ce que moi demain, est-ce que je n'ai pas crainte d'aller relancer? Puis est-ce que j'accepterai aussi les réponses? Qui fera une enquête derrière? À un moment donné, des recours ont été faits, ils n'ont pas été bien menés. J'ai aussi des doutes en tant qu'investisseur. Quelle enquête? Qui fera une enquête? Qui ira vérifier que Monsieur Boualem ou Monsieur Abdelmajid Tebboune aura bien fait son travail, par exemple? Non, mais c'est de l'arbitraire à Chaban. Ça serait de l'arbitraire. C'est-à-dire que c'est c'est au milieu 10 ans. Ça serait de l'arbitraire parce que personne dans les institutions actuelles oserait, c'est-à-dire remettre en question les décisions de la présidence de la République. Dans un système dictatorial tel que le nôtre, personne n'oserait. Ça veut dire, si on l'a mis en place, c'est justement pour avoir un pouvoir en plus entre les mains de la présidence de la République pour contrôler la sphère économique. Ça, c'est indéniable. Et puis, il y a cette volonté de contrôle qui s'explique par, c'est-à-dire dont le pouvoir c'est pas que le propre le pouvoir de Tebboune, c'est le propre de tous les pouvoirs qui se sont succédés à la tête de l'Algérie. C'est-à-dire cette volonté d'avoir le contrôle sur l'économie, parce que il faut que l'État ou le pouvoir, enfin l'État si on parle d'une manière générale, soit le premier, c'est-à-dire employeur et le premier créateur de richesse, et toutes, même les créations de richesse dans le secteur privé, il faut qu'ils soient liés à la dépense publique et il faut qu'elles soient liées à la dépense de l'État et de ce pouvoir. Pourquoi? Je m'explique. Parce que si on était dans une économie où le privé est créateur de richesse indépendamment de l'État, c'est-à-dire que il y a des exportations très fortes indépendamment de l'État, c'est-à-dire les opérateurs privés ne dépendent pas de la dépense publique pour pouvoir, c'est-à-dire avoir des marchés, pour faire travailler les gens. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises, même les plus c'est-à-dire performantes dans le secteur privé, elles dépendent de la dépense publique. Toutes les entreprises. Ça veut dire aujourd'hui, il y a un contrôle de l'État volontaire du pouvoir sur la création de richesses. Pourquoi? Si jamais demain il y avait un secteur privé créateur de richesses indépendant de l'État, du pouvoir, c'est-à-dire que la population, elle serait indépendante de l'État. Donc demain, si cette population se soulève contre ce pouvoir, elle aura entre ses mains un levier qui est très important, celui des impôts. Ça veut dire qu'il n'aura pas à payer les impôts parce que dans un secteur économique où le secteur privé créateur de richesse, ça veut dire que le secteur privé, c'est lui qui paye le plus, qui cotise le plus, donc c'est lui qui rentre le plus d'argent aux caisses de l'État. Et le pouvoir ne veut pas ça. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il soit dépendant des cotisations ou des impôts de la population. Parce que demain, si la population se soulève, elle arrête de payer les impôts et l'État ne trouvera plus d'argent pour financer, c'est-à-dire son fonctionnement d'une manière générale et les équipements. Et quand l'État ne trouve pas, c'est-à-dire l'argent pour assurer son fonctionnement, soit elle va recourir à l'endettement extérieur qui serait un piège. En même temps, je vois mal quel pays ou quel fonds d'investissement qui pourrait risquer et investir dans un pays incertain tel que le nôtre. Donc, le pouvoir, il ne veut pas se retrouver dans une situation où il sera dépendant de la dépense, de l'investissement privé ou des impôts du privé. Donc, il veut toujours avoir son contraire, il veut toujours contrôler au lieu qu'il soit contrôlé. On entendait tout à l'heure Rachid Hassani, mais vous l'évoquez aussi, c'est vrai qu'il y a aussi cette politique intérieure, cette image intérieure qui est donnée au monde entier. On l'a vu aujourd'hui, on le voit maintenant depuis quelque temps avec cette diplomatie qui pose aussi problème, ces termes qui reviennent, l'ennemi extérieur, le complot, les traîtres, un pays sous danger. Est-ce que c'est aussi cette politique intérieure qui fait que, n'oublions pas aussi qu'ils sont nombreux à quitter le pays et qui vont investir ailleurs, au Canada. On a vu dernièrement de très belles images où des Algériens ont investi au Canada, d'autres en France, en Angleterre.
Europe, en Amérique, c'est aussi c'est ce système, dans le fond. On évoquait tout à l'heure, bien évidemment, le nom du chef de l'État, mais c'est tout un système qu'il faudrait revoir aujourd'hui en Algérie pour donner envie aux personnes de rester au pays, aux étrangers d'investir aussi au pays. Ça va, Chaben, c'est que il faut savoir, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des EDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Le pouvoir, il veut être attractif, c'est-à-dire et attirer des investissements étrangers. Il ne faut pas qu'on se monte. Les investisseurs étrangers, avant de venir, il y a ce qu'on appelle les agences de notation. Chaque pays, généralement, a sa propre agence de notation qui note les entreprises, y compris les pays. Donc, si on prend par exemple ici en France, il y a ce qu'on appelle la COFAS, c'est-à-dire c'est une agence de notation d'entreprises et de pays. C'est-à-dire un investisseur français, s'il veut intégrer ou pénétrer un marché algérien, il peut c'est-à-dire se rapprocher de cette agence pour avoir les éléments, c'est-à-dire les éléments, les agrégats économiques, ce qu'on appelle les agrégats économiques, c'est-à-dire les indicateurs économiques d'un pays, c'est-à-dire le climat d'un pays. Et vous savez, ce qui est étudié en premier dans un pays, c'est-à-dire c'est le climat politique. Donc, pour établir une note, c'est-à-dire ces agences établissent des notes selon les climats politiques et le climat économique et social dans un pays. Le premier critère qui est étudié, c'est le climat politique, c'est-à-dire c'est l'instabilité politique. Et l'Algérie n'est pas bien notée du tout. Si on regarde toutes les agences de notation mondiale, l'Algérie n'est pas du tout notée, notamment sur Oui, puis il y a aussi ces périodes, il nous reste 1 minute 30, on va terminer là-dessus. Il y a aussi toutes ces périodes, là on sent quand même que de décennie en décennie, tous les 5 ans, tous les 10 ans, le peuple algérien est révolté, sort dans la rue, il y a ce Hirak qui est tout de même, qui est toujours en effervescence. Donc le monde aussi voit un petit peu de se dire, mais attendez, à tout moment, des millions d'Algériens peuvent ressortir, à tout moment, il peut y avoir peut-être un putsch, etc. C'est aussi des éléments, ça, qui crée, qui démontre aussi l'instabilité, la fragilité du régime, du pouvoir algérien, notamment à l'étranger, par exemple. C'est de ça dont je parlais justement, c'est-à-dire pour les agences de notation, pour avoir, c'est-à-dire les éléments, comment qu'une agence de notation peut noter un pays sur le plan politique. Bon, sur le plan économique, on a des indicateurs qui sont tirés de la Banque mondiale ou des agences des statistiques de ces pays. Mais sur le plan politique, ces agences de notation, elles sont en étroite collaboration avec les ministères des Affaires étrangères de leur pays. Si on prend la France, la COFAS, elle est en étroite collaboration avec le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français. Pourquoi ? Parce qu'il y a des éléments qui arrivent des ambassades, des consulats, ce qu'on appelle les officines qui activent en Algérie, par exemple. Donc, ils ont des éléments qui, à leur tour, transmettent au Quai d'Orsay. Et le Quai d'Orsay, ils les transmettent à ces agences-là. Donc, si vous voulez, tout le monde sait ce qui se passe actuellement en Algérie. Donc, on ne peut pas cacher, c'est-à-dire le discours du pouvoir aujourd'hui, c'est juste une consommation intérieure, mais un investisseur étranger, il va regarder la réalité des choses, il ne va pas regarder le discours de Tebboune. Merci infiniment, Azwawa Chamlou, d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité à nos émissions. Lias Djebali, merci. Et Rachid Hassani, merci. L'équipe en régie, merci infiniment. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami confrère Nassar Djoudi, je l'espère, à vendredi. Bonne soirée à tous.